Vous est-il déjà arrivé d'avoir un mot sur le bout de la langue? Vous voyez cette sensation un peu désagréable où le mot est là, juste entre vos lèvres, il brûle, vous sentez presque son goût, mais impossible de le prononcer. Ça arrive souvent quand on est fatigué et les mots nous manquent, chaque phrase devient longue et compliquée. Un jour, mon père a arrêté de parler, du jour au lendemain. C'était après un accident de vélo, une chute et un traumatisme à la tête. En fait, il pouvait parler, mais il avait du mal à initier le mouvement de parole. C'était étrange parce que, de l'extérieur, cette difficulté ne se voyait pas. Mais lui, il a arrêté de parler. Si bien qu'on n'a pas compris. Et puis, l'hématome dans sa tête a diminué, et mon père a commencé à reparler. Mais là, il n'arrivait juste pas à dire les bons mots. Du genre, peux-tu aller me chercher un yaourt dans le four? Il savait que les mots qui sortaient de sa bouche n'étaient pas ceux qu'il voulait dire. Alors il brodait. Mais c'est bizarre ce phénomène quand même, non? En fait, parler, c'est loin d'être une action simple. D'ailleurs, qui s'est déjà demandé comment ça se passe dans notre cerveau quand on parle? Ça semble si simple dans notre quotidien. Mais comment ça se passe dans notre tête? Il n'y a pas de consensus scientifique quant aux détails des différentes étapes dans notre cerveau lors du phénomène de parole. Pour autant, voici la théorie que je préfère. C'est celle qui fonctionne le mieux avec mes observations cliniques que je peux faire dans mon métier d'orthophoniste. Le cerveau est capable de générer une idée, de penser un concept. C'est déjà pas mal. De là, les connexions se succèdent. Et mon cerveau va chercher dans ma mémoire sémantique, c'est-à-dire la mémoire qui stocke mes connaissances du monde. Et il va sélectionner le mot désiré en lien avec sa signification. Il va le chercher dans un répertoire, le répertoire lexical des mots que je connais et que j'ai déjà prononcés. Dans ce processus, à la recherche du bon mot, mon cerveau active toutes les images mentales du mot, ainsi que les idées associées. Une foule de mots viennent alors se présenter. Mais mon cerveau, lui, il cherche l'élu. Bon, heureusement, mon cerveau va bloquer, inhiber toutes les idées inutiles qui prendraient trop de place dans ma tête. Si je pense à une pomme et que je cherche le mot pomme, de nombreuses idées peuvent surgir. Poire, tarte aux pommes, fruits, croquet, Bible, Adam et Ève, serpent. Mais mon cerveau fait le ménage et il parvient à ne conserver qu'un seul mot. Le mot. Bon, une fois qu'il a sélectionné le bon mot, il active ce qu'on appelle les traces phonologiques. La phonologie, c'est tout ce qui est lié au son de la langue et aux représentations qu'on en a. On a tous appris à entendre, reconnaître, prononcer les différents sons de la langue lorsque nous avons appris à parler. Ces représentations sont stockées dans une boîte et nous permettent de savoir à quoi ressemblent ces sons et comment on les réalise sur le plan moteur, les mouvements de la langue, de la bouche. Si ces représentations sont altérées, on n'est plus en mesure de se rendre compte si l'on fait les bons sons. On parle, on pense dire les bons mots, mais on utilise les mauvais sons et on devient incompréhensible. Et on ne comprend pas pourquoi les autres ne nous comprennent pas. Non seulement il faut pouvoir programmer les bons sons, mais il faut pouvoir les mettre dans le bon ordre. Et il y a une petite mémoire exprès pour cela. Cette petite mémoire renferme également tous les petits mots qui permettent d'articuler les phrases. Des mots du genre « mais »,« ou »,« et »,« donc »,« ornicar », mais aussi tous les autres. « De »,« par »,« pour ». Ces mots sont tout petits et liés à la syntaxe, à la grammaire. Leur sens n'est pas aussi fort que le mot « chaise » ou « stylo », ou encore « philosophie », qui est un mot abstrait, mais lié à des actions concrètes dans notre quotidien. Des livres, des raisonnements. Ces petits mots ont leur emplacement, leur ancrage dans le cerveau.
Si c'est à cet endroit du cerveau qu'intervient la lésion, alors la personne devient incapable de prononcer ces petits mots qui sont pourtant essentiels à la construction d'une phrase. Si cette petite mémoire est touchée, il peut devenir également beaucoup plus difficile de mettre les sons dans le bon ordre à l'intérieur d'un mot. Pour exécuter le mouvement de parole, le mouvement des cordes vocales, de la langue, des lèvres, tout un tas de signaux neurologiques doivent être activés. Pour ne pas se mélanger les pinceaux et activer les signaux neurologiques dans le bon ordre, mon cerveau établit un plan. C'est le schéma moteur. Et pendant ce temps, il doit maintenir en mémoire les sons, leur représentation, leur ordre. Et ce n'est pas si facile. Alors, heureusement, à force d'entraînement, mon cerveau dispose de plein de petits schémas moteurs préenregistrés. Pratique. Mais il est encore possible de se louper. Notre langue peut fourcher, par exemple. Si tout n'est pas impeccablement coordonné, on peut même oublier d'ouvrir la bouche avant de prononcer un son. Oui, ça arrive. Réussir à dire « les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches ?» c'est une sacrée petite gymnastique. Une fois que le cerveau a établi un plan, donc le schéma moteur, il est temps d'enclencher le mouvement. Et c'est le cortex moteur qui va s'en charger. Il active les mouvements du larynx et des cordes vocales, ainsi que du souffle, des lèvres, de la langue, des joues, du voile du palais, bref, tous les mouvements du visage, de la gorge, de la cage thoracique. Vous ne vous en rendez pas compte, mais quand je parle, mon cortex moteur envoie constamment des ordres. Imaginez, rien que pour mes cordes vocales, elles sont constamment en mouvement sans que j'en ai conscience. Par exemple, pour le son A, mettez votre main sur votre larynx, allez-y, juste en dessous de votre paume d'Adam, et dites tous ensemble le son A. Eh bien, cette vibration, ce sont vos cordes vocales qui viennent s'entrechoquer. Mais à l'inverse, pour le son P, 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 il n'y a aucune vibration. Vos cordes vocales s'écartent. Ce mouvement est commandé par votre cortex moteur en permanence. C'est fascinant, non ? Et tout ça, c'est seulement pour un seul mot. Alors, imaginez toute une phrase qui demande parallèlement une analyse de la syntaxe, une fluidité entre les mots. Et puis, il faut maintenir l'idée en mémoire tout le long de ce procédé. Ne pas se faire happer par ce qu'on voit, par ce qu'on est en train de faire, marcher, conduire. Ne pas se faire envahir par nos pensées associées. Tout cela, c'est pour parler. Mais pour le chemin inverse, comprendre ce qui nous est dit, eh bien, c'est tout aussi compliqué. Il faut écouter les sons, les trier, les associer. D'ailleurs, le répertoire des mots qui me sert à entendre n'est pas le même que celui qui nous sert à parler. On le constate facilement avec les enfants, qui comprennent beaucoup plus de mots qu'ils n'en disent. Mais ce n'est pas tout. Quand on converse avec quelqu'un, en plus de la parole, notre cerveau analyse tous les signaux, notamment le langage non verbal. Vous savez, les mouvements du visage, du corps, les émotions qui transparaissent de façon subtile ou non. Notre cerveau les analyse, il les classe et il les priorise, tout en restant attentif à ce qui est dit. Et pendant ce temps, il faut toujours maintenir en mémoire l'idée, les sons, leur représentation. Mon cerveau me permet d'être adapté à mon interlocuteur. Il nous permet de ne pas être grossier, de ne pas dire tout ce qui nous passe par la tête, de laisser l'autre parler, de choisir
un volume sonore approprié à la situation. La communication, ce n'est pas que le langage verbal, c'est tout un tas de comportements. Mon cerveau me permet de lire les silences, le langage codé, tout comme il me permet de comprendre l'implicite, l'ironie, l'humour. En fait, mon cerveau pense et analyse pendant que j'écoute, il pense et analyse pendant que je parle. Et comme si ce n'était pas assez complexe, à cela s'ajoute la gestion des émotions. Savoir lire les émotions, les transmettre, ne pas se faire envahir, avoir la gorge serrée. C'est dingue, la complexité des mécanismes à l'œuvre dans le langage. Et donc, on peut imaginer la multitude d'atteintes possibles. Il peut y avoir des difficultés au niveau de la mémoire sémantique. Les concepts y seraient mal rangés, mal connectés entre eux, voire même absents. Il peut y avoir des difficultés au niveau des répertoires des mots entendus ou des mots prononcés, des soucis avec la capacité à agencer les sons, à savoir à quoi ils ressemblent, ou encore des problèmes dans le schéma moteur ou même l'exécution mécanique du mouvement. C'est comme un petit circuit électrique qui commanderait l'allumage d'une ampoule. Si l'ampoule ne s'allume pas comme prévu, il peut y avoir de multiples raisons. Les piles, l'interrupteur, une soudure défectueuse, le fil, la gaine du fil qui serait abîmée et provoquerait un court-circuit. Il suffit qu'un de ces éléments soit touché pour que l'ampoule ne s'allume pas comme prévu. Elle peut rester éteinte, elle peut clignoter, elle peut briller trop fortement, trop faiblement, elle peut grésiller, etc. Elle ne s'allume pas comme prévu. Avoir acquis le langage et le perdre en raison d'une lésion cérébrale, cette difficulté s'appelle l'aphasie. Se retrouver avec des difficultés de langage, c'est un petit peu comme quand on voyage dans un pays étranger dont on ne connaît que peu la langue. Parler devient épuisant, on ne comprend pas toujours tout ce qui nous est dit. Très vite, on éprouve une gêne sociale, on est frustré de ne pas pouvoir aller plus loin dans nos conversations. On doit être concentré toute la journée. Et même si habituellement on a le sens de l'humour, on n'est pas toujours en mesure de comprendre la blague. On a déjà tous fait semblant de rire à une blague qu'on n'a pas vraiment comprise. Eh bien, ce petit malaise qui tente de dire « je ne suis pas bête », mais en même temps, « j'ai pas vraiment compris cette blague ». Eh bien, c'est ce que les personnes aphasiques vivent au quotidien, mais pour des propos tout simples, avec leurs proches, dans leur propre maison et sans échappatoire. Mon travail, c'est la rééducation de l'aphasie. Il est possible de perdre le langage de multiples manières. AVC, trauma crânien, tumeur cérébrale, démence. Le cerveau est tellement complexe qu'il y a autant d'aphasie que de cas, selon l'endroit où la lésion se trouve. Mais si on s'arrête à ce qui est manifeste, à ce que l'on voit, on a vite fait de penser qu'une personne aphasique est folle ou bête. Et pourtant, ça n'a rien à voir. Mon père a bien récupéré de son aphasie, enfin d'extérieur, parce que lorsqu'une personne aphasique a une lésion cérébrale, il n'est pas possible de récupérer totalement. Mais parce que mon cerveau est une machine extraordinaire, il est possible de récupérer en partie, amoindrir la fatigue, compenser. Parfois, le trouble est léger, mais la nervosité et la fatigue occasionnée, même si elles sont invisibles, sont elles bien présentes. L'invisibilité de ce handicap est une double peine, parce que socialement, on se sent jugé, sujet à de multiples interprétations sur nous, et on a peur du regard de l'autre. Quand on est une personne aphasique, il faut réussir à faire le deuil d'une image sociale qu'on a renvoyée pendant des années.
une image qu'on a construite sous le regard de l'autre et par son regard. Ce deuil peut être très douloureux, notamment auprès des proches. Parce que le langage nous permet de penser. Il nous permet d'être qui on est. C'est pourquoi il est si important de comprendre la complexité de ce qui est en jeu. Parce que nous pourrions tous être amenés à vivre cela à travers un proche ou en étant simplement une rencontre pour une personne aphasique. Merci.